Alors, je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui avec Iskander Guetta, designer, chercheur, penseur, personne lucide au monde, au temps présent. Alors, bienvenue Iskander. Merci, je suis ravi aussi d'être ici. L'année dernière, tu étais l'un des finalistes de Swiss Design Award, nominé avec ton projet de fin d'études à l'école. Lors de notre dernière conversation, tu étais à un carrefour dans ta pratique. Tu savais que tu ne voulais pas poursuivre une carrière traditionnelle de designer industriel, le genre de carrière que la plupart des diplômés de ton école ont tendance à suivre. Tu cherchais un autre chemin, une autre réalité. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de ce parcours. Commençons par ta visite au Maroc l'année dernière. Pourrais-tu nous parler de certaines de tes expériences de design que tu as faites là-bas? Alors ouais, du coup effectivement, j'avais pas trop envie de rester en Europe, étant donné que les possibilités que j'avais en tant que designer qui sortait d'école, c'était très souvent de faire des stages sous-payés dans un domaine de design qui était très commercial souvent. Et du coup j'avais très envie de changer de paradigme du design, de voir un peu ce qui se passait en dehors de l'Europe. Et donc je suis parti au Maroc pour plusieurs mois. Et du coup c'était très intéressant là-bas. D'abord, je suis parti vraiment plus en tant que, sans, disons, but professionnel ou quoi. C'était vraiment juste pour un peu voir ce qui se passait là-bas en tant que, plus, disons, observateur. Et c'était très intéressant parce que là-bas, disons, la conception que les gens ont des objets, l'utilité qu'ils en font, la manière de produire et de consommer était vraiment complètement différente de ce que j'avais pu voir en Europe. Et on avait vraiment disons que l'utilisation des objets, déjà il n'y a pas vraiment de statut de designer, ou alors s'il y a un statut de designer, il est très proche du statut en Europe, qui est quelque chose de très, disons, lié à l'idée d'un confort, de quelque chose de très mercantile. Et puis en fait, disons que les personnes se subviennent à eux-mêmes, vu que les ressources sont beaucoup plus limitées, ils utilisent un peu tout ce qui est autour d'eux, il y a beaucoup plus de débrouille, et du coup, de cette débrouille en découle une utilité des objets qui est beaucoup plus intelligente. Ils utilisent, voilà, les objets sont constamment réutilisés, recyclés, transformés pour qu'ils parviennent à leurs besoins. Et du coup, dans le sens où ce n'étaient pas des designers qui faisaient ça, mais juste des personnes de la vie de tous les jours, et c'était ça qui était d'autant plus intéressant. Et que du coup, ouais, qui se subvenaient à leurs propres besoins. Et donc c'était très intéressant de voir tout ça, notamment aussi l'héritage, un pays avec un héritage culturel très, 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 très riche. Et donc ensuite, là-bas, j'ai décidé d'entamer un projet plus pour moi, avec un peu des choses que j'avais observées là-bas, et des désirs que j'avais eus suite de mes études, de projets que je n'avais pas terminés. Et donc j'ai fait un projet qui était assez, disons, très, disons, lié à la pratique du design que j'avais eue en Europe. Donc c'est plus une recherche sur une matière, des manières de production, mais qui sont très, disons, personnelles, qui touchent en fait qu'à ma propre conception du design et une recherche plutôt individuelle, disons. Et donc j'ai fait cette recherche. Mais j'ai très vite été limité par... disons que j'étais très distant en fait, de la population locale en faisant mes projets, que j'étais beaucoup plus à faire des projets personnels pour moi-même, pour peut-être un éventuel portfolio ou une reconnaissance globale dans le monde du design, mais pas du tout. Tout ça, c'était très détaché en fait, de ce qui se passait autour de moi et de ce que je voyais dans la vie de tous les jours. Et c'était un peu une frustration en fait, d'avoir cette distance avec les gens là-bas et de ne pas pouvoir en fait, travailler sur des projets de design qui soient directement et qui aient un impact direct avec des gens qui auraient des problèmes dans la vie de tous les jours, qui auraient des besoins liés justement à des objets ou à quelque chose de matériel, des outils ou n'importe quelle chose. Et du coup, ça a été assez frappant en fait, ce projet, donc je l'ai fait un peu de A à Z comme ça. C'était disons une recherche. C'était une recherche en fait sur le coulage du béton dans des moules en textile. Donc du coup, à la place d'avoir des moules en dur, je cousais des sacs en plastique, qui étaient des sacs en plastique qui étaient assez, disons, propres à ce pays-là, des sacs en polyéthylène. Et du coup, avec ça, j'en faisais des moules, je coulais du béton dedans et j'en tirais des meubles, des petites tables, des petits tabourets, des petites choses assez, disons, très fancy, disons, pour une image. C'était vraiment quelque chose avec des belles images que je devais en tirer pour essayer qui était beaucoup plus destiné en fait à un marché du design européen, disons, dans son esthétique et dans sa finalité un peu comme objet. Et du coup, justement, un jour, j'ai emmené ce projet chez mon grand-père pour le prendre en photo. Et j'ai commencé à faire les photos et tout. Puis à un moment, il est venu vers moi pour voir un peu ce que je faisais. Et puis j'avais un peu pris tous les objets de la maison pour
les mettre sur le terrasse, il y avait un grand soleil, je faisais les photos et tout, c'était parfait. Il est venu sur la terrasse et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais avec ces objets à lui, plus ces espèces de drôles de choses en béton que j'avais sur le balcon. Et je lui ai dit que c'était pour un projet que j'avais fait, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et puis d'abord il m'a demandé ce que c'était, je lui ai dit que c'était un tabouret. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je n'étais pas allé acheter un tabouret au supermarché à la place d'en avoir fait un. Et puis il m'a demandé d'abord combien de temps ça m'avait pris. Je lui ai dit ouais, que j'avais eu toute une recherche, puis ensuite ça m'a pris 3 jours pour en couler un et tout. Il m'a dit ouais, mais tu vas au supermarché, ça te prend un quart d'heure, c'est juste à côté en plus. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, il avait complètement raison. C'est que moi, j'étais dans une. Enfin, il avait raison dans son point de vue, et son point de vue qui était son point de vue d'une personne née au Maroc, grandie au Maroc, avec des besoins, une conception des objets, des outils qui étaient une conception locale de la chose. Et en fait, pour lui, c'était assez absurde en fait tout ce que j'avais fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que pour moi-même, ça le paraissait pas parce que j'avais ma vision occidentale de ce projet. Mais que pour en fait tous les gens qui m'entouraient là-dedans, c'était plutôt absurde en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit j'avais peut-être un problème d'intermédiaire en fait, voilà, il y avait cette question un peu floue auquel j'arrivais pas trop à répondre, où je savais pas comment en fait dépasser cette limitation occidentale que j'avais du design et comment, au-delà de faire des objets dans quelque chose de très, une conception un peu individuelle, où c'est quelque chose une espèce d'ego trip où on va créer un objet un peu nouveau et tout, comment faire en sorte que cet objet, en fait, il desserve un besoin ou il desserve une demande, en fait, directement exprimée par quelqu'un. Et du coup, c'était assez intéressant dans cette optique-là. Alors, tu es revenu en Suisse et tu as passé plusieurs mois à la recherche d'un étage, correct? Et finalement, grâce à un ami en commun, à l'EPFL et l'ECAL, tu as découvert le travail de la Selco. Ça veut dire Solar Electric Light Company, à Bangalore, en Inde. Et est-ce que tu peux parler un petit peu, qu'est-ce que c'est le Selco? Alors, Selco, c'est une entreprise indienne qui a été fondée il y a 25 ans par Harish Hande, un ingénieur indien. Et donc, au tout début, à sa fondation, c'était une entreprise qui cherchait à trouver comment distribuer l'énergie aux populations qui n'avaient pas accès à l'énergie. Et du coup, forcément, s'ils n'avaient pas accès à l'énergie, c'est qu'il y avait un problème par rapport aux autres zones pour le distribuer. C'était moins accessible, plus difficile. C'était des régions plus marginalisées, disons, par même l'État lui-même, qui créait ces grilles énergétiques. Et donc, ils sont donc vraiment à la toute base, c'était de développer des solutions adaptées à chaque communauté pour leur apporter de l'énergie. Et ça passait très souvent par des panneaux solaires, qui est la manière la plus, disons, simple pour apporter de l'énergie dans une zone qui est en dehors de la grille de distribution, disons, de l'État. Et à partir de là, ils ont créé, donc 10 ans plus tard, donc il y a 15 ans, la Selco Foundation. Et en gros, cette fondation, elle avait pour but une fois qu'en fait, ils avaient apporté l'énergie à ces communautés-là, ils avaient l'accès à l'énergie, mais il fallait bien en faire quelque chose en fait, de cette énergie. Avec l'énergie, on peut faire un tas de choses, éduquer, améliorer les conditions de vie des gens, réduire la pauvreté. Et donc cette fondation a été créée justement dans le but de développer des outils et des écosystèmes, des méthodes, pas mal de choses pour justement appliquer cette énergie à l'amélioration des conditions de vie des populations justement qui sont toujours marginalisées, qui étaient la population type au début de leur travail. Et donc maintenant ils sont vraiment dans un travail, disons, très appliqué à vraiment une demande très précise. Donc c'est-à-dire ils vont aller voir une communauté qui se situe dans une région géographique très précise, ils vont aller là-bas, discuter avec eux sur leurs nécessités dans leur cadre de travail, leurs problèmes dans la vie de tous les jours, quels sont leurs problèmes dans leur profession même, si c'est des paysans, des artisans, forgerons, etc. Et voir avec ces communautés-là comment est-ce qu'ils peuvent développer des solutions. Souvent, ça passe par des solutions matérielles pour améliorer leurs conditions de vie, réduire les problèmes de santé liés à leur travail directement, parce que souvent ils sont en contact avec des pesticides ou avec beaucoup de fumée dans leurs espaces de travail, ce genre de choses. Et du coup, trouver des solutions adaptées à chaque communauté pour justement les rendre plus autonomes, réduire la pauvreté dans ces zones-là et essayer de développer des outils pour eux, quoi. Et ça t'a vraiment intéressé? Et donc, tu as fait une demande de stage à Selco? Donc oui, j'ai fait une demande de stage parce que donc, cette entreprise, je suis rentré en contact avec eux grâce à un prof à l'ECAL qui organisait chaque année un camp, un espèce de workshop avec des étudiants de l'ECAL et de l'EPFL. Et donc ce camp se passait dans cette entreprise à Selco pendant 2 semaines et ils travaillaient sur un projet de Selco
pendant ces 2 semaines-là. Et du coup, ce prof m'a vite mis en contact avec quelqu'un sur place, avec qui j'ai discuté. Il m'a envoyé un projet à faire en Suisse, sur lequel j'ai travaillé, j'aurais renvoyé les résultats, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un stage de 6 mois sur place. Et tu es parti en Inde? Et je suis parti là-bas, ouais, à Bangalore. Et comment ça a été? Comment c'était la première impression de Bangalore et de ton nouveau bureau? Du coup, c'était très, disons, j'étais très surpris au début, vu que j'avais aucune idée de quel était l'aspect du bureau, qui travaillait là-bas, quels étaient leurs processus, comment est-ce qu'ils développaient des projets. J'avais aucune idée de ce qui se passait localement, à part quelques échanges de mails sur le premier projet où j'ai travaillé depuis la Suisse. Et donc j'ai commencé à travailler, donc je suis parti en début février là-bas, et c'était vraiment une très bonne surprise en arrivant. Enfin déjà, c'est une Bangalore qui est une mégapole indienne avec énormément d'habitants, une circulation pas possible. Une pollution de l'air et de sonore et tout qui était vraiment... au début, c'était très prenant, en fait. J'ai eu de la peine au début à m'adapter. Mais finalement, au bout d'un moment, j'étais adapté complètement. Ouais, plutôt plus rapidement que ce que je pensais. Et donc, du coup, je suis arrivé dans ce bureau, en fait, et j'étais un des seuls occidentaux. Il y avait un autre stagiaire français qui était là au début de mon stage, qui a fini entre-temps. Et c'était très intéressant, en fait, une très bonne surprise de découvrir que du coup, c'était un bureau exclusivement indien et que du coup, j'allais avoir un vrai échange avec des personnes qui ont une vision des choses locales, une éducation locale et tout ce qui va avec. Et du coup, j'ai trouvé ça... Donc c'était assez intéressant comme découverte, et notamment aussi, surtout la structure du bureau, où c'était beaucoup plus, disons, fluide, un peu comme structure. Il n'y avait pas vraiment de place attribuée, pas vraiment de hiérarchie. Tout le monde était assis. Il y avait différentes zones de travail par rapport au groupe de travaux différents. Mais il n'y avait aucune hiérarchie, aucune structure. Il n'y avait pas du tout cette rigidité-là qu'on peut retrouver dans des bureaux en Europe, où c'était vraiment quelque chose de très... Voilà, tout le monde arrivait le matin à peu près à la même heure, tout le monde prenait son café ensemble, et puis tout le monde était assis à la même table. Il y avait peut-être le directeur qui avait un bureau à part, mais toutes les personnes, hiérarchies confondues, étaient dans les mêmes espaces de travail et partageaient plus ou moins les mêmes responsabilités, quand même il y a quelques mesures de différence, mais c'était très intéressant. Et tu m'as dit que c'était l'expérience, pour toi, c'était un peu comme être un pont entre deux mondes. Est-ce que tu peux en parler? Justement, c'était intéressant, disons un pont dans le cadre où, quand j'étais au Maroc, j'avais ce problème d'intermédiaire, en fait, où je ne savais pas vraiment à qui... j'avais la volonté, en fait, de développer des projets pour les gens, en fait, pour aider, pour essayer de construire des choses. Mais je n'avais pas, en fait, cet intermédiaire qui me permettait d'aller directement vers ces personnes-là, qui pouvait, en fait, lier une personne d'éducation occidentale dans le design à des personnes issues de pays avec une culture complètement différente et avec une conception des choses complètement différentes, une profession, que des choses rien à voir. Et en fait, cette entreprise, c'était un peu cet intermédiaire que je me demandais en fait s'il existait. Et là, ils avaient vraiment presque ce statut où ils essayaient de lier un peu toutes les technologies, les recherches académiques et les recherches, par exemple, que l'État pourrait faire sur le développement agricole de certaines régions, les problèmes liés à la crise climatique et les personnes qui sont dans des endroits qui sont pas du tout, qui sont très confrontés à ces problèmes-là, et des recherches technologiques à une population beaucoup plus rurale, marginalisée, qui est issue qui en fait a des savoirs disons plus ruraux, qui sont des paysans en fait, qui en fait cultivent la terre avec un savoir qui se transmet de génération en génération, sans être passé par les bancs de l'école ou en étant passé par les bancs de l'école. Et du coup, ces deux mondes complètement différents, en fait, c'est le coup essayer un peu de les réunir. Enfin, ils étaient un peu le pont entre ces deux mondes-là, dans le sens où ils essayaient avec les nouvelles technologies qui se développaient, avec les savoirs académiques, avec toutes ces recherches qui se faisaient en fait sur le monde même rural, sur les problèmes agricoles, sur les problèmes climatiques, de les lier aux problèmes en fait du terrain lui-même, qui étaient les paysans en fait qui détenaient ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est eux qui subissaient directement les problèmes de la crise climatique, les problèmes de manque d'outils, de moyens pour cultiver la terre et pour sortir de la pauvreté. Et du coup, ils essayaient justement de joindre ces deux choses-là qui en fait devraient être jointes. Et du coup, c'est très intéressant pour moi parce que j'arrivais finalement, grâce à cette entreprise,
à joindre cette partie de la population avec qui, en fait, je trouvais qu'il était véritablement intéressant de travailler, puisque c'est une population qui a besoin d'outils, qui a besoin disons, de solutions pour développer leur méthode de travail et disons juste pour améliorer leurs conditions de vie, etc. Et enfin, ça peut amener à beaucoup de solutions, notamment, tu vois, disons le domaine agricole, qui est un domaine où il y a énormément de problèmes aujourd'hui dans les pays du Sud à cause de pas mal de facteurs. Et du coup, en développant des outils pour les rendre indépendants, pour les rendre autonomes, pour réduire leur pauvreté, ça permet d'améliorer en conséquence beaucoup d'autres problèmes aussi qui vont s'en suivre. Et donc, du coup, c'était vraiment très intéressant cette ambivalence qu'ils avaient de travailler avec des gens du terrain et avec des milieux très académiques et très, très distants en fait, de ce milieu-là. Et ouais, c'était vraiment très bien. Donc en fait, en étant ce pont, tu as aussi trouvé une autre définition de design, une autre idée de design. C'est ça, c'était un peu l'idée que... J'avais une vague idée un peu de comment est-ce que le design pouvait s'appliquer, mais en fait, c'était pas... Disons qu'il s'est toujours appliqué dans ces mondes-là, mais sans qu'il y ait quelqu'un avec un titre de designer qui vienne dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils le faisaient eux-mêmes, en fait, toutes ces solutions, par exemple, s'ils avaient besoin d'une machine pour labourer, ils la faisaient eux-mêmes, disons. Et ils avaient besoin de personnes, ils étaient, disons, autosuffisants presque. Mais avec, dans leurs ressources très limitées, en fait, avec l'accès qu'ils avaient, disons, à la construction d'outils, aux technologies éventuelles qu'ils pouvaient avoir. Et du coup, là, c'était vraiment disons que d'amener le monde design dans cet environnement-là, ça permet de trouver des solutions d'autant plus, disons, simples ou d'autant plus efficaces pour les aider dans leur démarche. Et du coup, c'était très intéressant de voir comment comment, en tant que designer occidental, je pouvais trouver des solutions pour un monde en fait qui m'était complètement étranger et complètement, enfin ça n'a rien à voir avec moi-même. Disons, j'ai jamais été éduqué là-dedans, ni jamais, disons, eu connaissance vraiment de leurs problèmes ou quoi. Et là, d'être confronté à leurs problèmes avec disons, une discussion, des échanges, en développant des outils qui, après, eux, vont donner un avis sur ces outils-là, qu'ils étaient utiles, inutiles, trop encombrants, trop chers, enfin, c'est eux qui donnaient leur réponse sur les outils qu'on développait pour eux. Et en fonction de ces réponses-là, on retransformait les outils, on retravaillait là-dessus. Et c'est vraiment un échange assez direct avec des visites sur le terrain, etc. Et c'était ça qui était très intéressant, en fait, que c'était quelque chose de très, au final, très simple et très pragmatique dans son approche, où il suffit c'est juste une discussion, en fait, avec des personnes différentes. Et étant donné qu'on parle un langage différent, peut-être que moi, je comprends le langage, disons, du dessin technique et je peux faire des plans pour un forgeron pour développer des outils. Du coup, lui, il va me parler du coup, enfin, c'est vraiment un rôle d'intermédiaire, un peu, en fait, que le designer peut avoir dans ce genre de cas-là. Et je trouvais ça très intéressant, plus en tant que vraiment, c'est ça, plus entre deux, un peu entre deux mondes, que ça ne savait pas être enfermé dans ce monde du design exclusif, mais être vraiment, en fait, dispersé entre les professions et joindre les gens ensemble pour ensuite trouver des solutions. Moi, je veux bien parler des projets concrets que tu as faits quand tu étais là. Et peut-être on peut commencer par ces panneaux solaires portables que tu as faits. Du coup, ils avaient un projet qui datait quand même, enfin, ils avaient commencé depuis longtemps à travailler là-dessus, ils avaient pas mal de modèles différents. Et l'idée, c'était de développer, enfin, ils avaient constaté qu'il y avait beaucoup de fermiers qui, dans des zones géographiques où en fait c'était des terrains avec une irrigation depuis des étangs, donc ils avaient des étangs, enfin des bassins d'eau, et ils irriguaient leurs champs. Depuis ces bassins, ils avaient besoin de pompes en fait pour justement parcourir tous les champs avec l'eau depuis le bassin. Et ils utilisaient la plupart beaucoup de pompes au diesel. C'est une communauté dans la région de Bangalore? C'était pas mal de communautés en fait réparties dans tout le pays. Ouais. Et après, disons qu'ils travaillaient avec des communautés dans la région pour essayer les prototypes, etc. Par souci d'accessibilité et de proximité. Mais si la solution était, disons, faisable et fonctionnait bien pour la communauté, ils essayaient de l'implémenter dans les autres régions. Et donc, du coup, donc, ils étaient face à ce problème. Enfin, ils constataient que tous ces fermiers utilisaient des pompes au diesel. Et du coup, ils dépendaient donc forcément d'un distributeur de diesel, du diesel lui-même qui coûte cher et qui n'est pas forcément accessible pour ces personnes-là. Toxique aussi. Et toxique également donc avec tous ces aspects-là, donc vraiment toxique pour l'environnement. Et donc ils voulaient développer
ils avaient ce projet de pompe solaire portable, c'est-à-dire de remplacer le diesel par des panneaux solaires et du coup d'avoir des pompes électriques pour les fermiers. Donc ils soient complètement en fait, autonomes. Du moment qu'ils ont les panneaux solaires, ils peuvent juste déplacer la pompe à travers les champs et les étangs, pomper et irriguer leurs champs. Et du coup, ce qui était un projet très, disons, assez ambitieux, étant donné que les panneaux solaires sont souvent disons, assez chers, très lourds, pas du tout faciles à transporter. Il fallait développer justement disons, c'était un ensemble de choses. Il fallait un chariot avec les panneaux solaires montés dessus, une manière de pouvoir faire en sorte que les panneaux solaires s'ouvrent et se mettent dans une inclinaison par rapport au soleil. Enfin, étant donné que ce n'était pas fixe, justement, ils voulaient avoir quelque chose de mobile pour justement pouvoir desservir plusieurs fermiers sur plusieurs zones à irriguer. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de faire ce chariot. C'est ça, donc justement, il y a plusieurs aspects. Donc il y a l'aspect très matériel du projet, disons, qui est vraiment le chariot avec les panneaux solaires, la pompe. Comment est-ce que tout ça tient ensemble et se fait transporter à travers des chemins boueux, en pente, rocailleux, enfin tout ça. Et l'aspect ensuite, une fois que le projet est développé, il devait forcément voir comment est-ce que ce projet s'intégrait socialement dans la communauté. Et est-ce qu'on le donne à une personne? Est-ce que c'est une communauté qui va l'utiliser? Comment est-ce qu'ils l'utilisent s'ils l'utilisent ensemble? Parce que dans le sens où le projet va au-delà de le simple outil matériel, et aussi l'outil qui est en mode dans son ensemble social, c'est-à-dire avec les personnes qui vont l'utiliser, comment est-ce qu'il va être utilisé, et même si, disons, si cette conception-là est mal pensée, ça peut créer des tensions, ça peut créer des problèmes plus qu'en solutionner, disons. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour eux, en fait, pour chaque projet, en fait, de voir au-delà de la solution justement qui a été trouvée par les designers, comment est-ce qu'il peut être intégré dans la communauté, et ensuite du coup ils discutaient avec les paysans. Voilà, on vous propose donc ce type de pompe, et du coup il faudrait qu'il y ait 10 personnes qui l'utilisent, est-ce que c'est OK? Ils trouvaient des groupes de 10 personnes pour l'utiliser, et puis regarder comment est-ce que ça pouvait marcher. Et suivant comment l'outil n'est pas adapté en fait pour une communauté, du coup il faut revoir le design lui-même de l'objet pour qu'il soit adapté en fait pour plusieurs personnes. Donc il y avait vraiment disons, le contexte dans lequel l'objet est utilisé est tout aussi important que l'objet en lui-même en tant qu'outil durable, résistant, fonctionnel, etc. Donc il y avait vraiment ils ont vraiment une approche, disons, holistique des problèmes, où ils essaient de prendre en compte l'ensemble des facteurs du problème lui-même pour en trouver une solution qui essaie de recouvrir tous ces facteurs. Et pour eux, vraiment, la finalité d'un projet, c'est une fois qu'il est disons, donné une fois qu'il est donné à la communauté, ils n'aient plus besoin de rien faire, qu'elle soit autonome avec cet outil-là, qu'ils puissent le réparer, l'entretenir. Du coup, il y a aussi des notions d'accessibilité dans les pièces qu'on utilise. Il faut que ce soit des choses qui soient très simples et qu'au cas où, disons, cette pompe, ce chariot solaire se casse, il faudrait que le forgeron du coin ou la personne qui ait les outils pour le réparer puisse le réparer lui-même, sans avoir besoin de retourner à quelque chose de centralisé où on doit renvoyer des pièces, etc. C'est vraiment Mais c'est aussi pas forcément un produit qui est standardisé et qui doit être produit dans... Oui, exactement. En fait, ce produit lui-même aussi, il est très fluide. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, en fait, étant donné que la construction est simple et plutôt ouverte, en fait, c'est toujours très simple à modifier et transformer. Ils ont même accès eux-mêmes à la transformation de l'outil lui-même. Et surtout que les résultats sont souvent assez parlants, c'est-à-dire que si l'objet ne marche pas, ils vont tout simplement pas l'utiliser parce que c'est pas utile pour eux et puis qu'ils perdent rien à ne pas l'utiliser. Donc c'est vraiment très direct, et que le travail en soi tend plus à développer des outils utiles pour eux, donc en discussion avec eux, que développer des outils qui paraissent beaux et utiles, et qu'au final, s'ils n'utilisent pas, ça ne marche pas, et tout le monde est perdant, autant nous qui avons travaillé là-dessus et développer ce projet que la population finale qui était le but de ce projet, qui ne l'utilise pas, et en fait c'est une perte dans le projet. Un autre projet que tu as fait était vraiment aussi open source. C'était un manuel pour construire un four céramique. Tu peux en parler? C'est ça. C'était du coup ce projet, il travaillait avec des communautés de potiers qui donc faisaient un tas d'objets en terre, et ils ont constaté à travers plusieurs visites de terrain qu'il y avait beaucoup de potiers qui avaient des fours très anciens, très vieux et disons, qui demandaient beaucoup d'énergie, beaucoup de bois pour mettre, disons, pour l'alimenter et pour le chauffer. Et tous ces fours, c'était des fours qui étaient faits en briques, disons, donc avec une construction plutôt simple et plutôt accessible, mais qui avaient des problèmes dans la conception de ces fours et dans l'utilisation, ils tournaient à perte en utilisant ces fours.
Et ils voulaient donc développer des nouveaux modèles de four qui consommaient moins d'énergie, qui étaient tout aussi faciles à construire avec donc ce même élément principal, donc la brique, pour le construire. Et donc l'idée, c'était vraiment ils ont commencé à construire certains fours avec des communautés et ils ont vu qu'il y avait un modèle qui marchait bien et ils voulaient faire en sorte que ce modèle soit le plus accessible possible pour toutes les communautés de potiers avec lesquelles ils travaillaient. Et donc l'idée, c'était de développer un manuel qui donnait toutes les étapes de construction du four, c'est-à-dire de la base du traçage du four sur le sol, à sa construction par étapes avec l'isolation, les types de briques différents utilisés, comment l'alimenter, comment mettre les pièces dedans et ensuite comment sortir les pièces. Donc c'était vraiment un manuel c'est vraiment un manuel qui décrit chaque étape de construction et qui ensuite avait pour but d'être distribué à toutes les communautés qui avaient besoin de construire un four avec une utilisation plus raisonnable de l'énergie, plus efficiente et une construction très simple, donc faite de briques pour que ce soit vraiment le plus accessible possible en fait. Où est-ce que tu es allé chercher des références pour penser ce four? Du coup, c'était assez intéressant parce que chaque projet, disons, commençait avec pas mal de documents qui nous étaient transmis. Et tous ces documents, en fait, étaient soit des recherches académiques indiennes sur, par exemple, certaines pratiques de culture, par exemple, pour les fours en céramique, on avait accès à beaucoup de documents sur l'histoire des fours à céramique, l'utilisation, et tous ces documents étaient beaucoup plus en rapport avec des pays du Sud qui développaient ce genre de fours, étant donné que c'était pas du tout les mêmes conditions géographiques, mais des conditions socio-économiques qui étaient assez proches, en fait. Et du coup, la plupart des documents qu'on avait en référence étaient des fours qui étaient construits en Amérique latine, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Et du coup, c'était des études qui étaient très, disons, complètes, avec des vraies recherches sur l'efficacité du four, sa consommation, le type de pièces qui pouvaient en sortir, la taille des pièces, etc. Mais qui étaient liées à des fours de construction très simples, très accessibles. Et du coup, c'était vraiment tout le process, disons, de réflexion sur le projet était vraiment différent depuis sa construction à la base, donc des ressources et des références qui étaient complètement différentes des paradigmes occidentaux auxquels on est habitué en Europe, jusqu'à, au final, sa production où l'objet, en fait, dépend, enfin, la vie de l'objet dépend plus de son utilisateur final qui lui-même qui va en juger de la qualité et pas disons, l'équipe qui l'a designé, qui est juste, en fait, un intermédiaire, en fait, pour ces personnes-là. Donc le designer un peu comme une aide de soutenir une pratique ancestrale. C'est ça. Ouais. C'est vraiment essayer de concevoir l'objet dans leur vision, dans leur pratique et dans leur manière de percevoir les choses, étant donné que le problème n'appartient pas du tout au designer, le problème sur lequel on travaille appartient aux personnes pour qui on travaille sur ce projet. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de garder cette distance-là vis-à-vis du problème et d'essayer de comprendre pourquoi, comment et dans quelle mesure ils vont utiliser ce projet pour vraiment être le plus efficace dans l'outil lui-même pour cette communauté-là, pour qu'il corresponde vraiment à leurs besoins. Et du coup, avec toujours cette flexibilité de revenir sur le projet et le retravailler en fonction de ce qu'ils disaient et du résultat. Oui, donc c'est le designer comme un pont pour récupérer le savoir ancestral. C'est ça. Et le lier avec disons, les savoirs actuels auxquels ces personnes n'ont pas accès, en fait, parce qu'ils sont marginalisés, parce qu'ils sont en dehors des milieux académiques et éducatifs auxquels nous, on a accès. Du coup, c'est vraiment faire cette liaison, en fait, pour eux. Alors, quand tu étais à Bangalore, quelle était leur conception du design occidental? C'était assez intéressant parce que, du coup, en discutant notamment avec mon responsable, enfin, la personne disons, qui gérait les projets sur lesquels je travaillais, qui avait fait une formation de designer comme on l'entend en designer en Europe. C'était vraiment, il faisait la différence en fait entre le design en tant que tel et le hardcore design. Ce qu'il appelait hardcore design en fait, c'était le design qu'on voit en fait constamment en Europe, c'est-à-dire un design qui est très mercantile, du packaging, des meubles très léchés, des formes, tout ça très fancy qui est fait en fait vraiment pour vendre en fait. Et cette conception du design qu'il appelait hardcore, c'était à peu près tout ce que j'avais fait en fait. C'était ce que je faisais en Europe, ce que j'ai fait pendant. J'étais un peu un hardcore designer. Je trouvais ça très juste parce que c'est hardcore dans le sens où c'est
uniquement et exclusivement du design en tant que l'objet lui-même, sans penser à toute sa globalité, comment est-ce qui l'utilise, pour qui il est fait, quelle est l'intention de la personne qui l'a fait. C'est complètement détaché de toutes ces questions et c'est pour ça qu'il est vraiment hardcore et vraiment sur lui-même en fait, c'est que ça. Et il avait cette différence parce qu'ensuite il travaillait à Selco et ce qu'il faisait à Selco pour lui c'était du design en fait, des outils, des choses très simples et pragmatiques. Et c'était très intéressant de discuter de ça avec lui. Et donc, tu es arrivé à Bangalore en février, correct? Et en avril, la crise du Covid a finalement atteint Londres. Et un jour, tu as reçu un appel de l'ambassade de Suisse. Oui. Qu'est-ce qui c'était assez délicat comme période. Donc j'avais passé, je pense que c'était mi-mars, ils ont fermé le bureau à Bangalore. Et une semaine plus tard, c'était le confinement, enfin c'était le lockdown complet de toute la ville où vraiment tout était arrêté. Et c'est d'autant plus impressionnant là-bas parce que c'est beaucoup plus actif, beaucoup plus vivant. Disons la Suisse est relativement calme par rapport à ce genre de ville. Et du coup, le confinement était d'autant plus impressionnant du fait qu'il n'y avait plus personne dans la rue et que tout le monde portait des masques. Il y avait cette espèce de peur globale de ce virus. Et donc, du coup, le consulat m'a contacté 2 semaines après le début du confinement, que j'avais déjà passé. À ce moment-là, déjà, tous les gens travaillaient depuis chez eux. Et donc, la Suisse m'a proposé un vol de rapatriement à travers le gouvernement allemand. Du coup, en fait, ils m'ont proposé ce vol et ils m'ont dit en même temps que j'avais du coup 2 heures pour m'inscrire, partir, et retourner en Europe. Et du coup, j'ai accepté, j'ai dû faire mes affaires, tout ça, pour retourner avec ce rendez-vous dans un hôtel, l'inscription, le retour avec tous les ressortissants européens qui retournaient en Europe. Et finalement, pour arriver 24 heures plus tard en Suisse, sans vraiment l'avoir prévu. C'était assez intense comme expérience. Ouais. Mais tu as continué à travailler pour la SECO Et du coup, en arrivant en Suisse, étant donné que déjà sur place, tous les gens travaillaient en télétravail, le fait que je travaille depuis la Suisse, ça ne changeait pas grand-chose, à part le décalage horaire. Et puis là, c'est vrai que j'étais quand même en Suisse, qui était quand même un contexte bien différent. Mais j'ai continué à travailler pour Selco. Et c'était assez intéressant parce que ils ont fait preuve de beaucoup de flexibilité, étant donné qu'ils travaillent avec des communautés et qu'ils sont toujours en contact avec eux pour voir un peu l'évolution des projets dans ces communautés-là, la bonne intégration de ces projets-là. Et, ils ont reçu beaucoup de demandes pour des demandes liées directement à l'épidémie de coronavirus, c'est-à-dire d'abord des masques et tout type d'outils qui permettaient de limiter la contamination. Et donc on commençait du coup très vite à répondre à ces demandes-là en développant des projets directement liés à l'épidémie, c'est-à-dire développer des manuels pour faire des masques, qui était un des projets sur lesquels où j'ai travaillé depuis la Suisse. Et ensuite des cabines de test pour tester dans les communautés. Et ils avaient vraiment, ce qui était assez impressionnant, c'est que en fonction de chaque communauté, ils essayaient de développer une cabine qui était adaptée à leurs besoins, dans la taille, dans la manière dont elle était faite. Et il y avait une des cabines, par exemple, qui avait besoin d'être transportée en voiture, et il fallait qu'elle soit démontable, mise à plat et remontable assez rapidement pour justement aller dans les villages reculés, que ce soit dans la forêt ou dans la montagne. Et du coup, ce manque d'accessibilité demandait une cabine justement qui soit démontable. Et ils avaient justement donc toute cette. Donc c'était vraiment, il y avait beaucoup de projets qui étaient liés à ça, avec beaucoup de demandes différentes, et ils essaient de répondre à toutes les demandes avec efficacité. Et du coup, depuis la Suisse, j'ai pas mal travaillé les premiers mois sur des projets liés à ça, qui étaient très, très intéressants. Wow. Mais en Suisse, tout ça t'a fait penser, non? Et tu as fait équipe avec ton ami Elio Panese pour écrire un article critique qui esquisse comment la pandémie actuelle pourrait offrir des nouvelles pistes pour le design. Je veux bien parler de cet article. Alors, du coup, là, c'était plus, lié à l'épidémie en Europe elle-même. Et par rapport avec tout ce qui s'était passé, étant donné que ça a beaucoup chamboulé toute la distribution de produits en Europe, et ça a un peu montré tous les défauts du système, vu qu'il y avait au tout début de la crise, le manque de masques en Europe, le manque de moyens pour subvenir à tous les besoins qu'incluait une telle crise. On s'est vite rendu compte que en fait, le système dans lequel vivait comportait énormément de défauts. Et c'est intéressant parce que c'est dans les crises que se révèle le système vraiment. C'est là qu'on voit toutes ces faces cachées et tout ce qui fonctionne en fait pas vraiment.
Et du coup, là, c'était vraiment une bonne occasion de bien voir tout ce qui n'allait pas. Et en discutant du coup avec Elio, on a essayé de vraiment concevoir de revoir nos méthodes de production et de consommation à travers cette crise et voir comment cette crise, elle révélait tout ça, elle le mettait en exergue et comment est-ce que justement ça nous permettait en fait de nous-mêmes nous remettre en question et de voir en fait notre dépendance par rapport aux pays du Sud qui sont des pays que déjà on exploite pour la production, nos dépendances par rapport à tous ces médicaments, des besoins des outils médicaux, mais même dans la Suisse elle-même, comment est-ce que les hôpitaux et genre toutes les structures, disons, qui devaient disons, redoubler d'efforts pour lutter contre la crise étaient mis en péril, comment les professions qui étaient les plus demandées, les plus vulnérables, étaient les plus touchées par la crise. Et tout ça, c'était très intéressant en fait, de le voir et de montrer à quel point chaque problème que touchait cette crise, enfin, tous les problèmes que révélait cette crise étaient des problèmes qui étaient en fait liés tout simplement au système dans lequel on vivait et qui étaient en fait déjà apparents auparavant, mais qu'on refusait de voir, étant donné que ça profitait au système d'exploiter les métiers, enfin voilà, les personnes les plus vulnérables, qu'elles soient exploitées, ça arrange bien tout ce système. La dépendance par rapport à tous ces produits d'exportation, d'importation, l'exploitation des pays du Sud, c'est vraiment des choses qui sont globalement présentes, mais qu'en fait on oublie au-delà de cette crise, et la crise vraiment les révèle très fortement. C'est ce qu'on a essayé de discuter un peu et de montrer justement qu'en fait, au sortir de la crise, il faudra considérer tout ça pour faire en sorte que ça ne se repasse plus et reconsidérer tout le système. À l'inverse de certaines personnes qui voulaient en fait que ça continue et surtout que la crise en fait met ces personnes vulnérables encore plus dans l'embarras et les rend encore plus dépendantes d'un système global qui les exploite. Et du coup, c'était vraiment le sujet de l'article. Quelles étaient quelques de ces sorties que tu as des sorties possibles? Ce qui était intéressant, c'était par exemple de voir comment le manque de masques, le manque d'outils dans les hôpitaux a été vite, ils ont vite trouvé des solutions à travers, par exemple, des outils très simples. Par exemple, dans certains hôpitaux, ils utilisaient des masques de plongée pour faire office de respirateur pour les personnes qui étaient dans le besoin dans les hôpitaux. Et ça, c'était quelque chose qui était une flexibilité qui n'existait pas avant cette crise dans, disons, la manière de concevoir et de consommer des objets en Europe, c'est-à-dire d'avoir vraiment des objets qui soient beaucoup plus flexibles, beaucoup plus hybrides et que les professions se rencontrent pour trouver des solutions très, disons, directes par rapport aux besoins qui est demandé directement. Et nous, on a beaucoup plus, disons, de mal on a beaucoup plus de distance à cause de la standardisation, à cause des usines qui ont une échelle vraiment beaucoup trop grande pour répondre à des besoins très simples en fait, de la population locale. On a perdu toute cette flexibilité-là et tout cet accès, ces réponses qu'on pourrait donner aux demandes en temps de crise. Et du coup, c'était assez intéressant de concevoir tout ça, notamment il y avait les outils et les... Non, mais ouais, c'était très intéressant. Mais tu étais aussi en train de répondre des débats publics ici en Suisse qui étaient déjà en train apparaître sur la nécessité de revenir un peu le business as usual. Ouais, du coup, on avait déjà pendant la crise ce clivage entre les personnes qui souffraient en fait de cette crise et qui avaient besoin de sortir du système pour ne plus déjà souffrir dans le système lui-même et ensuite encore plus souffrir en temps de crise, et les personnes à qui la crise profitait étant donné qu'ils pouvaient encore plus exploiter les personnes qui l'étaient déjà et qui demandaient en fait un retour. Par exemple, le Centre patronal suisse qui a publié un communiqué pendant la crise et qui disait très clairement qu'il voulait arrêter le fait que les avions ne volent pas, le fait qu'il n'y ait pas de circulation et que le calme revienne en ville et que les oiseaux chantent, presque mot pour revenir à un business as usual, agressif, violent et exclusif, pour redevenir les dominants, redevenir maître de la situation. Et du coup, on avait vraiment déjà ce clivage qui a toujours existé, mais qui là était encore plus présent, des personnes qui appelaient au retour à la normale, c'est-à-dire au retour à un système néolibéral comme on l'a toujours vu, et les personnes qui montraient qu'avec cette crise, ce n'était pas possible, mais le système lui-même ne savait même pas répondre à cette crise, et que du coup, il fallait justement changer au sortir de la crise, ce qui s'est pas vraiment passé finalement. Ouais. Donc en avril, quand tu as écrit cet article, tu avais un peu l'espoir
que cette crise pourrait montrer une sortie. Et maintenant, comment est-ce que tu sens le temps présent et aussi le temps futur? C'est assez dur à dire. Je pense qu'on a eu beaucoup d'espoir quand on a écrit cet article, parce qu'il y avait c'était tellement inédit en fait, c'était tellement quelque chose de vraiment, qu'on n'avait jamais vu en fait, qui s'était jamais passé, qu'il n'y a jamais eu des pays européens qui ont dû fermer leurs frontières, s'isoler des autres, demander à la population de rester chez eux. C'était tellement nouveau en fait qu'on s'est dit que forcément à la fin le système sera différent, puisque c'est une crise tellement, qui a choqué tellement, je pense, beaucoup de gens. Et au final, en fait, pas tant que ça. Genre, on a vite essayé de remettre les choses en place. On a vite essayé de faire en sorte que l'économie reprenne, parce que les personnes qui ne gagnaient pas leur salaire le gagnaient. Enfin, dans le sens où on a vraiment fait en sorte de rebooster l'économie, avec en plus des mesures qui étaient contraignantes pour les personnes qui avaient le plus empathie pendant la crise. Et on n'a pas en fait du tout tiré des leçons de tout ce qui s'était passé, de notre dépendance vis-à-vis des pays des grands pays exportateurs, notre manque de flexibilité, notre manque de considération pour les professions qui étaient le plus amenées à travailler pendant la crise. Et tout ça, c'était assez... Du coup, c'est peut-être ce retour à la réalité qui est tellement brutal et tellement, en fait, qui a un manque de considération en fait, de tout ce qui s'est passé dans la crise, qui est assez désespérant presque. Tellement, en fait, on a l'impression que le système est dans une inertie tellement puissante et tellement forte que rien ne pourra l'arrêter. Si même un confinement de 3 mois dans toute l'Europe et qui fait chuter presque l'économie du monde entier n'arrive pas à arrêter un tel système, qu'est-ce qui pourra le faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est difficile de suivre ouais. avec une autre question. Parce que, ouais. Mais, c'est comment on dit, un impasse? Je pense que c'est une sorte d'impasse, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la pandémie a beaucoup plus frappé les pays européens et a beaucoup frappé les pays du Sud. Mais si on regarde par exemple en Afrique, je sais qu'en Amérique du Sud, ils ont beaucoup souffert de la crise. Au Brésil, en Inde aussi, ils souffrent également. Mais en Afrique, il y a eu beaucoup moins de cas. Et si on regarde aussi la réaction de ces pays-là par rapport à la crise, par exemple le Maroc, j'avais suivi au début de la crise comment est-ce qu'ils réagissaient. Et très très vite, ils ont réussi à mettre à disposition des masques à des prix complètement abordables, avec une distribution sur le territoire qui était totale et une solidarité entre la population qui faisait qu'ils trouvaient des solutions à cette crise. Et en fait, tout ça, c'est lié au système d'avant la crise qui montre comment est-ce que le pays ou la population réagit à la crise. Et ça montrait que, par exemple, ce pays, je pense qu'il est assez représentatif de pays d'Afrique du Nord et même d'Afrique, de cette flexibilité qu'ils ont et cette débrouille qu'ils ont de pouvoir répondre à des crises assez facilement, parce qu'ils sont constamment en crise et constamment en train de répondre à des besoins qui sont très immédiats et très, très réels, par rapport à ici où on est beaucoup plus dans quelque chose de très... C'est une conception qui est vraiment très différente en fait, je pense, de qu'est-ce que les gens ont besoin, comment les gens consomment, comment les gens produisent, et je pense que ça a vraiment bien révélé ça. Je suis en train de penser à ton grand-père. Oui, malheureusement, qui est resté bloqué au Maroc pendant la crise. Mais je pense que c'était assez intéressant de voir, surtout comment ces pays en fait, qui sont pas un système, qui ne sont pas un système, qui n'ont pas des systèmes occidentaux, ont réagi à cette crise et ont montré vraiment qu'il y avait beaucoup plus d'efficacité en fait dans leur réponse par rapport à l'Europe où on était vraiment très très bloqué au début, jusqu'à ce que peut-être c'est finalement des magasins de parfums qui ont commencé à faire du gel hydroalcoolique, des magasins d'alcool, et tout ça, c'est vraiment cette flexibilité-là dont on a besoin. C'est une flexibilité de faire ce qui est nécessaire. De faire ce qui est nécessaire à la demande directe de la population, d'avoir une discussion en fait directement entre, disons, les problèmes quotidiens et les problèmes globaux de la population et des gens qui produisent des outils pour trouver des solutions, Il y a le confort, il y a l'esthétique, mais il y a beaucoup de choses au-delà de tout ça, et on est vraiment, en tout cas dans le cadre du design occidental, limité à quelque chose qui est tellement petit, tellement... disons qu'on le limite beaucoup dans ses capacités, alors que les gens seraient capables de faire beaucoup plus, beaucoup mieux, de plus discuter entre eux, de plus produire pour tous, pour tous les besoins, pour toutes ces nécessités et tous les problèmes, tu vois, vraiment essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus inclusif. Mais c'était assez intéressant, vraiment, surtout la crise a vraiment révélé ça de manière assez flagrante comme ça. Et
Qu'est-ce que tu penses de faire pour les mois à venir? Là, j'espère en tout cas pouvoir retourner en Inde pour poursuivre le stage là-bas, vu que c'était vraiment une expérience très enrichissante. Et malheureusement, en revenant en Suisse, j'ai continué à travailler avec eux, donc avec un travail qui était beaucoup plus, disons, matériel. Je faisais beaucoup de plans pour des outils à produire sur place, mais j'avais pas du tout l'aspect en fait de comment est-ce qu'ils concevaient ces projets et comment est-ce qu'ils étaient, disons, mis à disposition de la population, avec tous les processus de recherche des communautés, de comment est-ce qu'ils discutaient avec ces communautés-là pour leur proposer des projets, qui sont des aspects qui m'intéressent énormément aussi pour voir dans ce travail-là comment est-ce qu'on se crée intermédiaire et comment est-ce que, en tant qu'intermédiaire, on agit avec les différentes personnes avec qui on est concerné, c'est-à-dire déjà les milieux, l'État qui va proposer des projets, qui va disons, stipuler des besoins de développement, et les populations qui sont ciblées, qui vont avoir besoin de ces outils-là, et comment est-ce que le dialogue se fait avec eux. C'était vraiment un dialogue qui était assez intéressant. Mais pour revenir peut-être à ce que je disais tout avant, je pensais à ça aussi, c'était que disons que peut-être que les personnes qui étaient les plus aptes à trouver des solutions pour cette crise, disons, pas les plus aptes, mais qui avaient un rôle en fait à jouer pendant cette crise, qui sont les designers, les architectes et les professions libérales dans leur ensemble, avaient beaucoup de peine en fait à atteindre le cœur du problème et à trouver des solutions. Par exemple, je me suis demandé pourquoi est-ce que les architectes n'étaient pas mandatés par les hôpitaux pour trouver des solutions directement sur comment restructurer l'hôpital dû à cette crise, comment répondre à tous les besoins liés à l'hôpital dans son architecture lui-même, comment est-ce qu'on redessine les couloirs d'accès, comment est-ce qu'on distribue le gel, où est-ce qu'on met les patients qui sont touchés, comment est-ce qu'on fait l'accueil. Toutes ces questions-là ont été répondues par les hôpitaux eux-mêmes et pas par les professions libérales qui auraient pu être disons, utiles dans cette crise. Et ça montre vraiment le clivage en fait, entre les professions libérales qui sont en fait en Europe complètement détachées des besoins réels de la population. Si on regarde à quel moment un architecte discute avec un ouvrier, c'est sur l'exécution du chantier, mais avant il n'y a pas de discussion. Et c'est vraiment on voit qu'en fait il faudrait juste relier en fait, les professions libérales à des besoins qui sont réels et à la population qui existe autour d'eux. Ce serait beaucoup plus riche, on aurait des discussions beaucoup plus intéressantes et des projets qui en sortiraient qui seraient d'autant plus intéressants, plutôt que de les exclure à une élite qui a accès en fait, à ces professions libérales. Disons. Les élites ont accès aux designers, au travail des designers, ont accès aux maisons des architectes, mais c'est très exclusif en fait, comme profession. Et ça a montré aussi comment ces professions-là étaient complètement dépassées par la crise, et à part faire des masques, ou proposer des modèles de masques, étaient complètement dépassés par la crise, n'arrivait pas en fait, à servir d'intermédiaire en fait, entre les besoins de l'État, les besoins de la population et la production de ces solutions, l'utilité. Ouais. Merci. Je pense qu'on doit finir avec ça. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.